Olivier, bonjour Adrien. Nous revoilà partis pour la suite du symposium USA France Financial, notre 5e édition en partenariat avec la Chambre de commerce. Alexandre, je vais te laisser peut-être présenter tes collègues et te présenter. Nous allons parler de fiscalité, excusez-moi, et de comment optimiser son patrimoine. Absolument. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Patrimoine, fiscalité. Nous avons l'honneur d'avoir Olivier Sureau, CPA, expert comptable français, qui est avec nous, expert de la fiscalité et comptabilité franco-américaine, qui va parler justement de tous les aspects de fiscalité en étant français ici aux États-Unis. Et moi, j'enchaînerai sur les solutions patrimoniales à notre disposition ici aux États-Unis qui puissent potentiellement vous apporter une valeur ajoutée. Donc, je vais laisser la parole à Olivier qui va commencer ce webinaire. Et si vous avez des questions à la fin du webinaire, n'hésitez pas à les poser. À très vite. Merci beaucoup Alexandre, merci Annabelle. Hop, je vous partage mon écran de suite. Donc, comme l'a évoqué Alexandre et Annabelle, on va vous parler aujourd'hui de stratégie fiscale et patrimoniale, avec vraiment toujours le focus France et États-Unis. Donc, quand on parle de fiscalité, je vous en ai parlé déjà brièvement ce matin, le point de départ de tout, c'est la notion de résidence fiscale. Il faut déjà savoir où est-ce que je me situe et quelle est la définition de résidence fiscale, à la fois du côté américain, mais également du côté français. Donc, il faut savoir tout d'abord du côté américain, c'est qu'il y a deux grands cas de figure qu'il faut distinguer aux États-Unis. Premier grand cas de figure, c'est lié plutôt à ma situation, entre guillemets, d'immigration. Je suis soit citoyen américain, soit détenteur d'une carte verte. Dans ce cas-là, à l'exception de la carte verte, dans certains cas, j'en parlerai tout à l'heure, peu importe où j'habite dans le monde, je suis résident fiscal américain. Même si je passe 365 jours en dehors du territoire américain, j'habite en France, j'habite en Suisse, peu importe, je resterai résident fiscal américain et à ce titre redevable de déclarer mes revenus mondiaux et de payer mes impôts sur mes revenus mondiaux. On aura les conventions fiscales qui seront là pour éviter la double imposition. On en parlera après. Deuxième cas de figure, ce cas de figure n'est pas lié vraiment à un critère de visa, il est lié à un critère de présence physique. Alors là, je fais abstraction vraiment de la partie F1, G1, quand on parle souvent F1, G1 ou des visas diplomatiques, que ce soit organisation internationale ou consulat, où là, on est considéré automatiquement non résident fiscal. Dans tous les autres cas de figure, on va regarder uniquement la présence physique. Même si je viens en visa touriste aux États-Unis, on va regarder quel nombre de jours que je passe au cours des 3 dernières années. On va faire le calcul suivant. C'est le nombre de jours que j'ai passé au cours de l'année 2025. Je vais y rajouter un tiers du nombre de jours que j'ai passé au cours de l'année 2024 et enfin un sixième du nombre de jours que j'ai passé au cours de l'année 2023. Si cette somme dépasse à partir de 183 jours, nous sommes résidents fiscaux américains. Attention, c'est important, hein. Ce n'est pas 183 jours dans l'année, c'est vraiment cette moyenne des 3 années. Donc, en gros, ça vient dire que si en moyenne, je passe un peu plus de 4 mois par an aux États-Unis, je suis résident fiscal américain. Hein. On voit souvent, par exemple, moi, j'habite Miami, on voit souvent ce qu'on appelle des snowbirds, hein, dès qu'il fait un peu froid, des Canadiens, dès qu'il fait un peu froid au Canada et les hivers sont un peu longs au Canada, ils viennent vivre en Floride et la problématique, c'est qu'ils viennent en moyenne 5 mois par an parce que l'hiver est assez long et sans savoir, en fait, les Canadiens sont résidents fiscaux américains et ça, c'est un régal pour le fisc américain de venir ici puisqu'en fait, le fisc américain va dire « Ah ben attendez, vous n'avez pas fait de déclaration fiscale, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Donc, dans ce cadre-là, on aura les conventions fiscales qui vont nous éviter les doubles impositions, mais attention, ça ne dispense pas qu'il faudra effectuer une déclaration fiscale dans ce cadre-là. Donc, maintenant, une fois que j'ai défini ma notion de résidence fiscale du côté américain, sur quel revenu cette fiscalité va s'appliquer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si je suis résident fiscal américain, je suis redevable de payer mes impôts sur mes revenus mondiaux. J'insiste bien, hein, parce que trop souvent, on a une confusion qui est effectuée par beaucoup de gens qui disent « non, mais moi, tant que je n'ai pas ma carte verte, je n'ai pas besoin de déclarer mes revenus français ou mes autres revenus. » Non. À partir du moment où vous dépassez les seuils que je vous évoquais tout à l'heure, la règle des 183 jours, vous êtes redevable de déclarer tous vos revenus mondiaux aux États-Unis selon les règles fiscales américaines. Donc, même si vous avez des revenus en France, ces revenus en France doivent faire l'objet d'une déclaration aux États-Unis, d'une imposition aux États-Unis, et on parlera de l'enjeu des conventions fiscales tout à l'heure. Si vous n'êtes pas résident fiscal américain, vous serez redevable de payer un impôt en tant que non-résident sur certaines catégories uniquement de revenus, notamment si vous avez un bien immobilier aux États-Unis, soit les revenus locatifs, si vous revendez ces biens immobiliers, plus-value immobilière, et si, bien évidemment, vous avez des salaires américains pour lesquels vous effectuez les prestations de services. Dans le cas des dividendes américains, on aura ce qu'on appelle un prélèvement libératoire qui sera, dans le cadre de la convention fiscale franco-américaine, de 15%. Si maintenant, je me situe du côté français, donc je suis résident fiscal américain, je perçois des revenus français, mais je suis non résident fiscal français. Là aussi, comme je viens d'évoquer, sur certaines catégories de revenus,
je vais être redevable de déclarer mes revenus et de payer un impôt en France. Notamment, revenu locatif. Revenu locatif, en France, quand on est non-résident, on a un impôt minimum qui s'applique à hauteur à peu près de 20% plus prélèvements sociaux 17,7, donc minimum 37,2% jusqu'à 27 000 euros de revenus. Au-delà, c'est une fiscalité de 30% plus 17,2, donc 47,2% d'imposition en tant que non-résident. Donc attention à cela également, quand on est non-résident fiscal, on a une imposition assez élevée sur les revenus locatifs. Donc une façon d'y remédier, c'est soit adopter ce qu'on appelle pour la taxation sur le revenu mondial, entre guillemets, c'est-à-dire prouver au fisc français que si j'étais résident fiscal français, j'aurais une imposition inférieure. Donc ça sous-entend de donner sa déclaration fiscale américaine, mais en règle générale, on a quand même des revenus plus conséquents, donc ce n'est pas avantageux. L'autre possibilité, c'est d'optimiser les régimes fiscaux dans le cas des revenus locatifs, notamment d'opter pour des régimes meublés ou autres, pour me permettre de minimiser ma base fiscale d'un point de vue français. Donc attention à cela. Autre cas de figure, c'est, je vais en parler après, si je revends un bien immobilier en France, quelle va être ma fiscalité? Donc là, je vais vous l'évoquer après, dans le cas de revente d'un bien immobilier situé sur le territoire français. Les retraites, on en parlera tout à l'heure dans une autre conférence, je vous l'évoquerai rapidement. Et les cas particuliers d'assurance vie, sachez également que en tant que non-résident fiscal français, là c'est marqué citoyen français, mais même si je n'étais pas citoyen français, dès lors que nous avons un bien immobilier en France, nous sommes redevables de payer l'impôt sur la fortune immobilière sur les biens immobiliers situés en France. Et donc, dans ce cadre-là, les biens assujettis à l'IFI en France, et si la somme des biens dépasse 1 300 000 euros. Donc là, dans mon cas de figure, moi, je suis résident fiscal américain. Si la somme de mes biens immobiliers situés en France dépasse 1 300 000 euros, même en tant que non-résident fiscal français, je suis redevable de payer un impôt sur la fortune sur ces biens immobiliers situés sur le territoire français. Enfin, attention également, si demain, certains d'entre vous, vous souhaitez rendre votre passeport, votre carte verte. Je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est très important cette notion-là, parce que beaucoup, vous allez peut-être me dire un jour, voilà, notamment au moment de la retraite, je souhaite retourner vivre en France, j'ai un passeport américain ou une carte verte, j'ai pas envie de m'embêter, parce que je viens de vous l'évoquer, si j'ai un passeport ou dans certains cas une carte verte, je dois continuer à faire mes déclarations de résident aux États-Unis, et ce, même si j'habite plus. Je peux avoir la possibilité de me dire, moi, je ne veux plus m'embêter, je vais rendre mon passeport. Je vais rendre ma carte verte, mais dans ce cadre-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le fisc américain ne va pas nous laisser partir aussi facilement. On va dire, pas de problème, rendez votre passeport, votre carte verte, mais on va regarder si vous êtes assujetti à ce qu'on appelle l'expatriation tax, un peu une exit tax en fait. Et donc, il va s'appliquer dans ce cas de figure précis. Premier cas de figure, je vais être considéré comme étant expatrié. Donc, expatrié, premier cas, je suis carte verte. Je détiens cette carte verte depuis au moins 8 ans. Je dis plus de 8 ans, mais c'est à partir de 8 ans. Toute année écoulée est une année entamée. J'ai obtenu ma carte verte en octobre 2025, ça compte pour année pleine. Je la rends en janvier 2026, ça compte pour année pleine. Donc, techniquement, c'est plutôt 6 ans et demi. Donc, attention à cela. Deuxième cas de figure, c'est si je suis citoyen américain. Donc là, il n'y a pas de durée. À partir du moment où je suis citoyen américain, je rends mon passeport américain, je vais être considéré comme étant expatrié. Si j'ai moins de 8 ans de carte verte, aucun problème. Je rends ma carte verte. Ça s'arrête là. Aucune application fiscale. À partir du moment où je l'ai rendue, je suis non-résident fiscal, plus aucune conséquence fiscale. Donc, si je suis expatriate, je vais regarder maintenant la deuxième notion. Est-ce que je suis covered expatriate? Et donc, un covered expatriate, c'est ce fameux citoyen américain qui a son passeport ou la personne qui a sa carte verte depuis plus de 8 ans et qui remplit une des 3 conditions suivantes. Première condition, dans les 5 années précédant l'année où on rend ce passeport ou cette carte verte, l'impôt moyen que Brian et Catherine payaient était de 206 000 $ par an. Je parle d'impôts. Donc, en moyenne, par année, je payais 206 000 $ d'impôts. Déjà, il faut l'atteindre. Si ce premier critère n'est pas rempli, je vais regarder le deuxième critère. Et là, c'est ce qu'on appelle l'actif net, le patrimoine mondial. Si celui-ci est supérieur à 2 millions de $ à la taxe d'expatriation, alors je suis assujetti à l'expatriation tax. Mais attention, dans les 2 millions de $, quand c'est un couple, on fait x2, c'est 4 millions. À la différence des 206 000 $ que j'évoquais tout à l'heure, c'est conjoint avec le couple. Là, dans ce cadre-là, c'est l'actif net. Donc, ça fait 4 millions de $ pour un couple. Mais je rentre dans cet actif net tout ce que j'ai partout dans le monde. Le patrimoine immobilier, en France, aux États-Unis, ailleurs. Le patrimoine financier, en France, aux États-Unis, ailleurs. Mais également les plans de retraite. Donc, imaginez que vous souhaitez faire cela au moment où vous êtes à votre retraite, vous avez accumulé toute votre vie un 401k, compte tenu de la performance des marchés financiers actuels, on sait qu'on peut l'atteindre plus facilement quand même, ces 2 millions de $. Même si à première vue, on dit « Oh, c'est peut-être loin ». Non, il suffit d'avoir une maison en France, aux États-Unis, plus un 401k qui a été contribué pendant de nombreuses années.
on va y atteindre. Et sachez que ces 2 millions de dollars, malheureusement, l'inflation n'est pas ajustée. C'est un des rares cas où, et c'est un grand mystère pour moi, où ces 2 millions de dollars, ça fait, moi, depuis que je pratique depuis 20 ans, plus de 20 ans, c'est toujours été 2 millions de dollars. Alors que les fameux 206 000 dollars d'impôts, chaque année, s'ajustent avec l'inflation, pas l'actif net. Donc, bon, il y a certainement une volonté derrière, justement, pour imposer les gens qui souhaitent rendre leur passeport. Le troisième cas de figure, où j'attire votre attention, c'est que vous n'êtes pas à jour de vos obligations fiscales au cours des 5 dernières années précédant l'année où vous rendez votre passeport et votre carte verte. Vous allez me dire, bah si, moi Olivier, je fais mon passeport chaque année, je fais ma déclaration fiscale, il n'y a pas de problème. Attention, ne pas être à jour, ça peut être aussi déposer une déclaration fiscale inexacte ou incomplète. Exemple, j'ai une assurance vie française, je ne l'ai jamais déclarée au fisc américain. Donc, dans ce cadre-là, je suis incomplet dans mes déclarations fiscales et même si mon patrimoine est inférieur à 2 millions de dollars, je serai assujetti à l'exit tax. Alors, les exceptions aussi, mais ça, je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas dans notre cas à nous, mais c'est plutôt pour les gens qui sont devenus américains de façon accidentelle où là, on a des exceptions. Donc attention à cela et la conséquence, en fait, de cette exit tax, j'en parlerai un petit peu en détail tout à l'heure pour la conférence sur les retraites, c'est qu'on va considérer qu'on liquide tout son patrimoine. Donc, taxation sur les plus-values accumulées, même si elles ne sont pas réalisées, on va considérer qu'elles sont réalisées. Taxation sur l'accumulation des produits de retraite au moment de rendre son passeport, cette carte verte. Donc, fiscalité qui peut être assez conséquente, et attention. Et également, ça peut avoir une implication fiscale colossale dans le cas des donations et successions futures, parce que vous savez qu'aujourd'hui, en tant que carte verte ou passeport, on a le droit de donner à ses enfants jusqu'à 13 990 000 $, enfin, à qui on veut d'ailleurs, ça passe à 15 millions le 1er janvier. Dès lors que je suis correct expatrié, je passe à 0 d'exemption. Mais si j'ai un de mes enfants qui, lui, reste américain, reste résident américain, sur toutes les donations futures qu'il va percevoir de moi, Coval expatriate, il faudra qu'il paye un impôt aux États-Unis de 40% sans abattement. Donc ça, c'est la vraie pénalité fiscale, et on oublie souvent, c'est qu'on va punir ses enfants. Donc si vous souhaitez rendre votre passeport ou votre carte verte, et que vous êtes assujetti à l'exit tax, vous êtes Coval expatriate, attention, si vos enfants souhaitent eux rester, il peut y avoir une conséquence fiscale importante, il faudra anticiper cela. Je l'ai évoqué tout à l'heure, on a des conventions fiscales entre nos deux pays, entre la France et les États-Unis. On a 3, même 4, je dirais. Une qui concerne l'impôt sur le revenu, dont on parle aujourd'hui, pour éviter la double imposition. Une sur les successions et donations, dont on va parler cet après-midi dans le cadre de l'atelier sur les successions et donations. Un accord de sécurité sociale, dont on parlera dans l'atelier de retraite tout à l'heure également, qui est assez intéressant. Et enfin, l'accord FATCA, qui est l'obligation des banques françaises de donner un certain nombre de données sur les comptes en banque que détiennent les résidents fiscaux américains en France. Bien les comprendre. Donc, dans le cadre de la convention fiscale entre la France et les États-Unis, le principe sur l'impôt sur le revenu, c'est le principe de non-double imposition. Donc, dans mon cas de figure, si je suis résident français, que je paye un impôt aux États-Unis, on va distinguer 2 catégories de revenus. Première catégorie de revenus, c'est dans le cas des plus-values immobilières, des dividendes ou des intérêts, donc des produits financiers que je réalise aux États-Unis. La France va m'accorder comme crédit d'impôt l'impôt que j'ai payé aux États-Unis. Deuxième cas de figure, sur tout ce qui est revenu locatif et salaire de source américain, je conserve un bien immobilier aux États-Unis, je paye un impôt aux États-Unis sur ce bien immobilier. En tant que résident fiscal français, le fisc français va me donner comme crédit d'impôt, non pas l'impôt que j'ai payé aux États-Unis, qui en général est faible d'ailleurs grâce à l'amortissement, l'impôt théorique français. Donc en fonction de ma tranche d'imposition en France, on va me créditer mon impôt français, y compris les prélèvements sociaux. Ça revient à dire en gros que je neutralise totalement la taxation sur ces revenus locatifs. Alors par contre, ça reste quand même dans un petit frottement fiscal parce que ces revenus locatifs ou ces salaires viendront en compte pour calculer mon taux effectif applicable sur mes revenus qui restent taxables en France. Mais à proprement parler, sur ces revenus en eux-mêmes locatifs, quand bien même j'ai payé 10% d'imposition aux États-Unis, si mon taux d'imposition français est 30, le fisc français me donnera comme crédit 30. Donc c'est un réel avantage fiscal dans le cadre de la convention fiscale. Si je suis résident fiscal américain, ça c'est assez simple, l'impôt que j'ai payé en France, on va le déduire de mon impôt américain, bien évidemment dans les limites de l'impôt équivalent américain. Donc là, c'est très simple, peu importe la catégorie de revenus, on me donnera comme crédit d'impôt l'impôt que j'ai payé. Enfin, le catégorie qui est très important, et ce sera un débat aussi que Alexandre va vous en parler dans un instant, c'est si je suis résident fiscal français, citoyen américain. Donc, je suis citoyen américain, je rentre vivre en France, je vais évoquer tout à l'heure, c'est le seul cas dans la convention fiscale où je peux être résident de 2 pays. Donc, j'ai resté résident fiscal américain de par mon passeport, mais je serai également résident fiscal français. Donc, pour un peu effacer cet handicap fiscal, le fisc français va vous accorder comme crédit d'impôt quasiment sur l'intégralité, à l'exception des plus-values immobilières réalisées aux États-Unis, sur l'intégralité des revenus américains, une neutralité fiscale du côté français. Alors, ça vient dire que je ne paierai pas d'impôt en France, qui est un avantage fiscal dans votre cas, parce que si demain, dans votre stratégie fiscale, vous conservez des revenus financiers américains,
que ce soit le cas dans le cadre d'un portefeuille de placement financier. Ces revenus financiers feront l'objet d'une taxation aux États-Unis, de par que j'ai le passeport américain, mais pas au niveau des États, donc là j'aurais économisé. Et du côté de la France, quand bien même l'impôt normand devrait peut-être être de 30% dans le cadre de la flat tax et 20% aux États-Unis, et bien en fait, je paierai 20% aux États-Unis, en France, je ne paierai pas de complément d'impôt. Donc c'est un réel avantage fiscal lorsqu'on est né citoyen américain vivant en France. Mais ça ne marche que si ce portefeuille de placement financier est aux États-Unis et concerne un portefeuille de placement américain. Je l'évoquerai tout à l'heure, le cas des retraites. C'est un réel avantage dans le cadre de la convention fiscale, dans le cadre de l'article 18. L'article 18 prévoit une taxation unique et exclusive dans le pays de cotisation. Ça revient à dire que si demain, j'ai cotisé en France à une retraite française et qu'au moment de ma retraite, je suis résident fiscal américain, je n'aurai pas de taxation aux États-Unis, y compris pour calculer ma tranche d'imposition, y compris si je suis américain, je serai taxable uniquement en France en tant que non-résident sur mes retraites françaises, avec une fiscalité qui est quand même assez privilégiée quand on est non-résident, en espérant que ça change pas dans les mois qui viennent. Et du côté américain, au niveau fédéral, du coup, je n'aurai aucune fiscalité. Après, il faudra regarder si vous habitez dans un État où vous avez une state tax, de voir si cet État reconnaît ou pas les conventions fiscales. Attention aux assurances vie également et aux plans d'épargne d'entreprise. Les assurances vie et le plan d'épargne d'entreprise sont des plans défiscalisés français avec des avantages fiscalisés, des avantages franco-français. Je suis résident fiscal américain, je suis titulaire de ces plans pour le fisc américain, je détiens des placements financiers. Donc l'assurance vie française est taxable aux États-Unis, quand bien même elle est exonérée d'imposition à l'exception des prélèvements sociaux, elle est exonérée d'imposition en France. Pour le fisc américain, c'est une exonération française et non pas américaine. Donc chaque année, j'ai du fonds euro, par exemple, les intérêts que je dégage chaque année, même s'ils sont réinvestis, même si je ne fais pas de rachat dans cette assurance vie française, doivent faire l'objet d'une taxation aux États-Unis. Si j'ai des unités de compte, attention, les unités de compte, c'est des supports. Dans ce cadre-là, on aura une fiscalité même punitive. Pourquoi ? Parce qu'en cas de sortie, le fisc américain va nous taxer à la tranche marginale d'imposition qui existe aux États-Unis, donc 37 plus 3,8, 40,8% d'imposition au niveau fédéral et pas de régime de capital gain. Donc là, ce sera un vrai handicap fiscal d'avoir ces assurances vie françaises. C'est ce qu'on appelle les PIFIC. Et j'aurai aussi une obligation de déclarer ces actifs financiers. J'en parlerai tout à l'heure dans le cadre du FBAR et du FATCA. Attention. Idem pour les plans d'épargne d'entreprise. On dit souvent, beaucoup de personnes viennent aux États-Unis avec un plan d'épargne d'entreprise qu'ils ont accumulé. Là, c'est pareil. Ce sont des revenus défiscalisés en France. Chaque revenu généré chaque année dans ce portefeuille de placement, même si c'est des dividendes qui sont investis, fera l'objet d'une fiscalité aux États-Unis. C'est une exonération française, fera l'objet d'une fiscalité aux États-Unis et il faudra que je déclare ces plans d'épargne d'entreprise dans mon FBAR et dans ma FATCA. Si je ne le fais pas, je vous montrerai tout à l'heure, vous aurez des pénalités assez conséquentes dans ce cadre-là. Si l'on parle maintenant de la partie immobilière, si demain, j'ai un bien immobilier situé en France, premier cas de figure, ce bien était ma résidence principale et en fait, comment dirais-je, je vends ce bien dans l'année, au plus tard dans l'année qui suit mon année de départ. C'est ce qu'autorise le fisc français. Ce sera toujours considéré comme étant votre résidence principale. Donc, vis-à-vis de la fiscalité française, je n'aurai aucune taxation en France. Il n'y a pas de plafond en France sur la vente de la résidence principale. Donc, dans ce cadre-là, ça marchera. En revanche, si vous dépassez ce cap de le vendre avant le 31 décembre de l'année qui suit votre expatriation, là, on rentrera dans une catégorie de résidence secondaire où là, on aura une taxation selon la résidence secondaire. Donc, on aura quand même une taxation globalement sur la plus-value nette taxable qui sera de 36,2% minimum, 19% au niveau de l'impôt sur le revenu, 17,2% au niveau de la CSG CRDS, ça fait 36,2. Si ma plus-value nette taxable, quand je dis plus-value nette taxable, c'est après application des abattements dont je vais vous parler, si ma plus-value nette imposable est supérieure à 50 000 euros, par tranche de 50 000 euros supérieure, j'aurai une taxation de 2% à chaque 50 000 euros dépassés. Donc, demain, j'ai une plus-value de 100 000 euros, j'ai une taxation supplémentaire en plus de mes 36,2 de 4. Parce que j'ai fait 50 plus 50, ça fait 4%. J'irai dans la limite de 6%. Donc, maximum de surtaxe, c'est 6%. Mais quand même, si je rajoute ces 6%, ça fait 42,2. En revanche, j'ai des abattements. Deux catégories d'abattements. Le premier qui est un abattement naturel. Vous savez qu'en France, dès lors que plus on détient des biens immobiliers sur le long terme, plus on a des abattements. Donc, on aura une exonération totale au bout de 22 ans en matière d'impôt sur le revenu et au bout de 30 ans en matière de prélèvements sociaux. Donc, impôt sur le revenu, c'est des 19% plus la surtaxe, il peut aller jusqu'à 6. Prélèvements sociaux, c'est ce qu'on parle des 17,2%. Donc, dès lors qu'on dépasse 5 années de détention, à compter de la 6e année, chaque année, on a des abattements et pour arriver à un abattement total en fonction de la typologie de l'impôt. Également,
Si c'est la première vente que vous effectuez dans le cadre de votre première vente de résidence secondaire ou de mise en location, j'aurai un abattement supplémentaire qui sera de 150 000 euros. Donc, je quitte la France, je vends 3 années après ma résidence secondaire ou ça peut être aussi une résidence locative. Il y a un certain nombre de critères à respecter. Et à partir du moment où j'avais été résident fiscal pendant au moins 2 années, j'aurai un abattement de 150 000 euros. Soyez bien attentifs également, parce que souvent en France, on oublie cet abattement quand on le vend. Et on a souvent tendance à, quand on calcule votre imposition en France chez le notaire, à l'oublier. Ces 150 000 euros marchent pour les pays qui ont signé une convention fiscale avec la France. Donc, j'ai le droit à ces 150 000 euros. Ça ne marchera qu'une fois, mais c'est quand même un avantage fiscal qui n'est pas indéniable. En revanche, attention, je n'ai pas la fiscalité française. Maintenant, du côté américain, je suis assujetti à la fiscalité américaine, taxable sur mes revenus mondiaux selon les règles américaines. Donc là, c'est comme s'il faut effacer ce que je viens de vous dire parce qu'en fait, on doit calculer la plus-value selon les règles américaines en faisant abstraction des exonérations qu'on a du côté français. Donc déjà, il y a un impact sur le taux de change. Attention, je vais convertir mon prix d'achat en dollars au taux du dollar quand j'ai acheté. Et en face, je vais mettre le prix de vente au taux du dollar au moment où je vends. Donc là, déjà, on peut avoir une plus ou moins-value liée au taux de change. On sait qu'en ce moment, il y a quand même une instabilité des taux de change. Ça peut avoir un impact. Donc, faites attention, anticipez-le ça aussi parce qu'on a souvent des mauvaises surprises. Autre chose, c'est comment j'ai eu ce bien immobilier en France. Il y a 3 cas de figure. Vous l'avez acheté, pas de débat. Quand on vend, je connais le prix d'achat. Deuxième cas de figure, vous l'avez au travers d'un héritage, d'une succession. Succession, c'est au décès, par exemple, de vos parents. Dans ce cadre-là, que ce soit en France ou aux États-Unis, on a ce qu'on appelle un apurement de la plus-value. On purge complètement la plus-value, on redémarre à zéro. Et ma base de prix d'acquisition, c'est la valeur de ce bien immobilier au moment de la succession. Donc, si j'en hérite d'un bien immobilier que mes parents ont acheté 500 000, il en vaut 1 million d'euros au moment où ils ne sont plus là, je leur vends le lendemain où j'en ai hérité pour 1 million, je n'ai pas de taxation à la fois en France et aux États-Unis. En revanche, si on l'a perçu au travers d'une donation, attention, là aussi, très grosse divergence entre la fiscalité française et américaine. En France, c'est le même principe que dans le cas d'une succession. J'appure la plus-value. Donc, je vais réévaluer la valeur de mon bien à la valeur de marché au moment où je l'ai perçu par donation. En revanche, aux États-Unis, je n'ai pas ce qu'on appelle ce fameux step-up. Je ne vais pas pouvoir réévaluer la valeur de mon bien à la valeur de marché. Donc, dans mon cas de figure, j'ai un bien immobilier qui vaut 500 000, que j'ai acheté 500 000 euros. Je le revends je le donne à mon fils et il en vaut 1 million. Si mon fils le revend le lendemain pour 1 million, en France, il n'aura pas de taxation, mais aux États-Unis, j'aurai une plus-value de 500 000 et taxation sur 500 000. Et attention, bien évidemment, quand vous prenez les documents du notaire en France, vous n'allez pas le voir comme ça. Donc, toujours regarder comment vous en avez hérité. Parce que ça, c'est très important dans ce cadre-là. C'est vraiment la notion de step-up. Et bien évidemment, sur cette plus-value nette taxable, du côté français, du côté américain, on sera assujetti aux origines des capital gains, 15 à 23,8. On déduira l'imposition qu'on a payée en France, y compris les prélèvements sociaux CSG, CRDS. Attention à l'impact d'État. Malheureusement, l'impact d'État, de l'impôt d'État, si vous êtes à New York ou en Californie, je ne pourrais pas déduire l'impôt que j'ai payé en France, que je l'ai déjà déduit au niveau fédéral, ça ne marchera pas. Et autre petite subtilité, c'est si vous avez un bien immobilier où il y a un prêt et que vous liquidez le prêt, là aussi, peut vous paraître aberrant, mais imaginez que vous avez contracté un bien immobilier de 100 000 euros. À l'époque, le taux de change était de 1,5. Donc, vis-à-vis du dollar, c'était comme si vous aviez contracté un prêt de 150 000 $. Au moment où je liquide, l'euro est de 1,15. Donc, c'est comme si je liquidais un prêt pour 115 000 $. Pour le fisc américain, j'ai réalisé une plus-value de change liée à un remboursement de prêt. Combien même ça reste en euros, c'est un impact fiscal parce que c'est dans le cadre dans ce cadre-là. N'oubliez pas, au niveau des formulaires, très important, les formulaires à connaître, le formulaire FATCA, dès lors que vos actifs financiers dépassent 100 000 $ pour un couple marié ou 50 000 $ pour un célibataire, il faut effectuer ces formulaires fiscaux. Actifs financiers, ça peut être à la fois des prêts familiaux, des sociétés familiales, des comptes en banque, des plans de retraite, notamment privés, il faut les déclarer dans ce formulaire FATCA. Le FBAR également, attention dans le cas du FBAR, si la somme de vos comptes, la somme de vos balances maximales dépasse 10 000 $, il faut déclarer chacun des comptes. Donc, j'ai eu au cours de l'année que 2 comptes, mais j'ai 6 000 € sur un compte au début d'année et 6 000 € sur un compte en fin d'année. Même si en début d'année il est à 0, l'autre en fin d'année est à 0, ça fait comme si j'avais 6 000 plus 6 000, 12 000. Donc, je dépasse 10 000. Donc, bien comprendre de déclarer ses comptes en banque. Ces assurances-vie, ils font partie, je l'ai dit tout à l'heure, les plans d'épargne d'entreprise. Si vous touchez des donations et successions d'un non-résident fiscal américain, par exemple de vos parents, cette donation dépasse 100 000 $, il faut la déclarer. Il n'y a pas de taxation,
aux États-Unis, la taxation aura lieu en France, mais il faut la déclarer. Si vous ne le faites pas, la pénalité est de 5% par mois d'omission, donc ça peut atteindre 25%. Alors qu'à la base, il n'y a pas de fiscalité. Donc, bien ne pas l'oublier. Je vous l'évoquais tout à l'heure, le formulaire PIFIC 8621, dans le cas d'une assurance vie investie en unité de compte. Ne pas l'oublier, si je ne le fais pas, j'ai plus de prescription fiscale sur l'intégralité de ma déclaration fiscale. Les formulaires 5471 et 8865, c'est dans le cas où je suis actionnaire d'une société familiale. Même si je suis minoritaire, dans la mesure où ma famille détient le contrôle de cette entité, je dois faire un formulaire spécifique pour chacune de ces entités, chacune de ces sociétés civiles, chacune de ces sociétés, de ces SARL. En fonction du statut fiscal, ce sera 5471 ou 8865. Là aussi, attention, les pénalités sont assez conséquentes si vous ne le faites pas. Donc, pour conclure, comment optimiser si vous êtes résident fiscaux américain? Pensez bien, et Alexandre va vous en parler dans un instant, pensez bien au plan de retraite. Même si vous êtes là pour un certain temps, maximisez les plans de retraite, notamment bénéficiez du matching, bénéficiez de la déduction fiscale des 23 500 $, qui est assez intéressant. Si vous êtes un entrepreneur, utilisez les solo 401k ou SEP dans les limites de 70 000 $. Et également, si vous avez des résultats assez conséquents en tant qu'entrepreneur, vous pouvez même aller au-delà. Ouvrez ce qu'on appelle les Defined Benefit Plans, des Cash Benefit Plans, qui vont vous permettre de déduire fiscalement jusqu'à 280 000 $ chaque année de vos revenus, qui est un vrai avantage fiscal dans ce cadre-là. Là, je montre dans ce cas d'une LLC, j'ai 500 000 $ de profit et je décide de mettre dans un plan le maximum. Eh bien, ça me permettra de mettre 280 000 ça me permettra de mettre 280 000 plus 70 000 $, mais dans mon cas, moi, 349 000 $ de déduction fiscale supplémentaire. Si vous n'êtes pas salarié, vous n'avez pas la possibilité d'avoir des plans de retraite, utilisez les outils IRA. C'est 7 000 $, mais c'est toujours ça de gagner. Il y a un avantage fiscal dans ce cadre-là. N'oubliez pas l'avantage de l'article 18 de la Convention que je vous évoquais tout à l'heure. Anticipez en cas de retour en France. Alexandre va vous parler bien tout à l'heure des capital annuities qui vont vous permettre de différer l'imposition, vont vous permettre de repousser l'imposition dans le temps. Notamment si vous êtes dans des fiscalités, dans des États où vous avez un taux d'imposition supérieur à 50%, pensez à l'optimisation fiscale en disant qu'est-ce que je peux faire qui me permettrait de repousser ma fiscalité ou d'exonérer ma fiscalité. Et là, on va avoir plein d'outils. Il y aura les capital increase qui vont vous permettre de différer la fiscalité, des municipal bonds qui, dans certains cas, vont vous permettre de supprimer la fiscalité, mais ça peut être aussi au détriment de la rentabilité. Vous avez des ETF. On va parler rapidement des Roth et des méga backdoors. 529, c'est plus dans le cadre d'un plan de retraite. Du tax loss harvesting qui va vous permettre, grâce à vos institutions financières, d'optimiser les plus et moins values. Et surtout aussi les assurances vie américaines dont Alexandre va vous parler maintenant, qui est un vrai outil qui va vous permettre d'optimiser à la fois la fiscalité financière, la fiscalité successorale et bien évidemment votre patrimoine. Vous allez avoir un avantage fiscal qui va être assez conséquent et Alexandre va vous en parler. Utilisez les Roth et les Educational Roth si vous avez la possibilité. Utilisez les HSA qui sont quand même assez intéressants, qui vous permettent une déduction fiscale au niveau fédéral de 4 300 $ jusqu'à 8 550 $ si vous êtes marié. Ça va vous permettre, dès lors qu'ils sont utilisés pour faire des dépenses médicales, d'éviter une fiscalité, d'avoir une déduction fiscale. Attention au niveau des États. Certains États ne le reconnaissent pas. Je vous ai parlé de l'article 24 de la Convention fiscale qui vous permet de vous dire si je conserve un patrimoine financier américain et que je suis citoyen américain, je rentre vivre en France, et je vais avoir une optimisation fiscale parce que je vais effacer la fiscalité française. Pensez à utiliser également les outils fiscaux, ce qu'on appelle les DAF aux États-Unis, c'est-à-dire que les Donor Advisor Funds qui vous permettent d'avoir une déduction fiscale l'année même. Imaginons que vous faites une grosse plus-value cette année et vous dites moi j'ai envie de donner, mais pas tout de suite à des œuvres caritatives. Vous allez créer un DAF à votre nom qui va vous permettre d'avoir une déduction fiscale maximale. Donc, je vais par exemple déduire 100 000 $ cette année, mais je vais pouvoir étaler la donation aux œuvres caritatives. Donc, j'ai la déduction fiscale tout de suite, mais je vais contrôler le paiement dans le futur aux œuvres caritatives. Et ça, c'est un avantage fiscal que l'on a tendance à méconnaître dans ce cadre-là. Optimiser la transmission fiscale. Je peux donner aujourd'hui, dès lors que je suis domicilié fiscalement aux États-Unis, jusqu'à 13 990 000 $ de mon vivant. Donc, si je pense à un moment donné rentrer en France, il faut que j'utilise ces abattements de façon optimale. On va en parler tout à l'heure dans le séminaire, de les utiliser, de mettre en place une bonne stratégie qui me permettra de transmettre à mes enfants, à mes héritiers, avant de rentrer en France. Sachez que chaque année, vous pouvez donner jusqu'à 19 000 $ par personne sans avoir à déposer de déclaration fiscale aux États-Unis. Anticipez les besoins futurs de vos enfants, notamment dans le cadre des études. Il faut le faire le plus tôt possible. Souvent, malheureusement, on le fait trop tard. Il faut l'anticiper. C'est jamais trop tard, bien évidemment, mais l'anticiper dès le départ. N'oubliez pas de mettre toujours vos enfants, vos familles dans les investissements immobiliers que vous souhaitez faire en France, justement, pour optimiser la fiscalité successorale. J'insiste encore sur les assurances décès, les assurances vie américaines. Et enfin,
N'oubliez pas l'impact des trusts et des family partnerships en fonction dans le cadre quand vous allez souhaiter rentrer. Pour conclure, n'oubliez pas les Defined Benefit Plans, les plans de retraite dont j'ai évoqué tout à l'heure, 2 grands plans, les Roth et les traditionnels. Le Roth, c'est ce qu'on appelle de l'after-tax. Je n'ai pas de déduction fiscale aujourd'hui. En revanche, je n'aurai jamais de fiscalité. Donc, quand j'ai des tranches d'imposition qui ne sont pas importantes ou quand je le fais très tôt, par exemple des enfants, si les enfants commencent à investir le plus tôt dans leur carrière, c'est bien sûr plus optimal de faire un Roth parce que compte tenu notamment de l'exposition des marchés financiers, ce sera beaucoup mieux d'un point de vue fiscal. En revanche, quand j'ai une taxation plus importante, une tranche d'imposition plus importante, il vaut mieux switcher sur ce qu'on appelle du pré-taxe, prendre la déduction fiscale au maximum, bien comprendre cette typologie, cette différence entre les traditionnels et les contributions. Bien penser, je vais évoquer tout à l'heure, Defined Benefit Plans qui vont vous permettre d'aller au-delà des limites des 401k classiques, des plans traditionnels 401k classiques qui sont jusqu'à $70 000. Là, ça vous permet de faire un complément. Et également, n'oubliez pas d'utiliser à la fois le backdoor Roth IRA, donc convertir en fait de traditionnel à Roth, mais également les méga backdoors. Ça, j'insiste parce que souvent, on a tendance à l'oublier, mais il faut savoir que si votre employeur le permet, vous savez que la limite annuelle, si on a moins de 50 ans, c'est de $70 000, 77 500 si on a plus de 50 ans, et encore, on rajoute encore $3 500 après, entre 60 et 63 ans. Donc, imaginons que vous avez moins de 50 ans, on peut mettre jusqu'à $70 000, on peut mettre jusqu'à $70 000 dans un plan de retraite. Sauf que la partie employée est limitée à 23 500. Et après, si votre employeur abonde, admettons dans mon cas de figure, abonde $6 500, ça vous fait $30 000, vous avez la possibilité entre les 30 000 et les 70 000 $ de les mettre dans un Roth IRA, c'est ce qu'on appelle un méga backdoor, auprès de votre employeur. Donc, c'est plutôt un Roth 401k, on va dire. Et beaucoup d'entreprises américaines donnent cette possibilité-là, mais beaucoup de gens le savent, en fait. Et ça va vous permettre d'investir dans un Roth, dans un outil financier. Donc, on va faire à la fois du pré-tax et de l'after-tax, qui va être assez intéressant. Alors, bien évidemment, Alexandre va vous en parler maintenant. Il faut avoir, avant, optimisé la partie transmission, la partie patrimoniale, la partie financière, parce que n'oubliez pas que les plans de retraite, c'est l'argent qui va être bloqué, qui peut être optimal fiscalement, mais qui sera bloqué. Donc, il faut aussi savoir si vous avez quitter le faire, mais si vous avez possibilité de le faire, utilisez cet outil-là, parce que je vais pouvoir, dans mon cas à moi, si mon employeur a mis $6 500 et moi, j'ai mis 23 500, ben en fait, comme la limitation est de 70 000 $, je pourrais rajouter 40 000 $, bien évidemment de ma poche, mais dans un Roth, dans un outil défiscalisé futur. Je n'ai pas une déduction fiscale, mais j'ai un avantage qui va être quand même assez intéressant pour le futur. Donc, pensez à cette typologie-là qui sera vraiment un avantage dans ce cadre-là. Et justement, ça va être une très bonne transition pour Alexandre qui va vous parler de toutes ces stratégies patrimoniales qu'il faut mettre en place. Absolument, avec grand plaisir. Merci Olivier. Alors, parlons patrimoine, parlons investissement. Et nous allons commencer par ce qui se passe sur les marchés financiers. On est en ce moment au plus haut dans nombreux de classes d'actifs. Donc, on va parler de tout ça. Je vais passer les slides ici. Donc, on est au plus haut au niveau des marchés financiers, le S&P 500, les marchés européens qui ont eu une très belle année. On a l'or qui est au plus haut. On a un gouvernement américain qui est pro-US, qui est pro-économie, qui va essayer de garder les impôts le plus bas possible. Donc un terreau qui est favorable au marché. Alors évidemment, il y a aussi d'autres risques bien importants. Déjà, comme on est au plus haut, maintenant acheter les actifs est plutôt cher. Quand on regarde le price to equity ratio, notamment, les actifs sont beaucoup plus chers que ça a été encore en début d'année. Et puis d'un point de vue géopolitique, on espère évidemment un monde meilleur, un monde sur lequel on puisse s'aimer plus que de se battre. Donc, il y a évidemment beaucoup de risques en ce moment, mais c'est vrai que les marchés se portent très bien. Il y a beaucoup de liquidités, beaucoup de l'argent également on the sideline. Il y a $7 trillion qui est en money market fund à l'heure actuelle, qui aura pour, à terme, la possibilité d'être réinvesti sur les marchés, qui va encore pousser ces marchés à la hausse. Donc, à court terme, on a une vision assez positive à court terme des marchés, continuer ce momentum, mais attention, il y a des risques à terme. Et donc, on va regarder ensemble quelles sont les stratégies à nos dispositions pour s'assurer que l'objectif, c'est qu'on soit toujours en position de force. Le marché l'augmente, nous sommes investis, le marché est en baisse, nous avons la possibilité de tirer avantage de ces opportunités. Donc, c'est ce qu'on va voir et développer aujourd'hui. Donc, dans ce cadre-là, la première chose à faire, et c'est absolument fondamental, c'est d'avoir le bon ratio entre vos actifs dits défensifs
et vos actifs de croissance. Et dans les actifs défensifs, la définition, c'est simplement des actifs qui sont garantis d'augmenter et sur lesquels nous avons un haut degré de liquidité. Et sur les actifs de croissance, on va avoir le potentiel de pouvoir aller chercher plus de rendement. Et donc, selon votre, non pas seulement tolérance au risque, mais également votre capacité à prendre du risque, mon mot d'ordre, c'est de rester qui vous êtes. Si vous êtes plutôt conservateur, très bien. Si vous êtes plutôt confortable avec le risque, très bien également. Ce qui va changer, c'est le ratio entre vos actifs défensifs et vos actifs de croissance. Si vous êtes plutôt confortable avec le risque, 20 à 25% de vos actifs seront en actifs défensifs, 75 à 80% en actifs de croissance. Si vous êtes plutôt conservateur, ce sera plutôt entre 50 et 65 en actifs de croissance, entre 35 et 50 en actifs défensifs. Et quand on a ce bon ratio, quand on a ces bonnes fondations qui sont solides, en ligne avec qui nous sommes en tant qu'investisseurs, nous aurons la pleine capacité d'aller vraiment chercher du rendement sur les actifs de croissance. Et donc, pour ce faire, pour les actifs défensifs, nous avons évidemment tout en bas de la pyramide patrimoniale les liquidités pures. Tout ce qui est bancaire, checking, saving, money market, high yield saving account, money market fund. On recommande généralement d'avoir 6 à 12 mois de dépenses de côté. C'est notre matelas de sécurité. Mais au-delà, pour arriver à ces 20, 25%, voire un peu plus d'actifs défensifs, si on a trop d'argent à la banque qui attend, on va avoir deux problématiques. Un, c'est l'inflation, parce qu'on va perdre en pouvoir d'achat. Et deuxièmement, quand on a du cash à la banque, qui gagne de l'argent sur notre dos? C'est la banque. Et on veut la squeezer un maximum. On veut faire en sorte que chaque dollar qu'on mette de côté puisse travailler pour nous, notre foyer, notre futur. Et c'est pour ça qu'on monte un petit peu dans cette pyramide patrimoniale. Et l'actif roi des actifs défensifs, c'est un contrat d'assurance vie ici aux États-Unis. On va en parler dans une prochaine conférence cet après-midi. Mais l'assurance vie permanente, notamment par exemple Whole Life Insurance, de compagnies mutuelles d'assurance, peut être des actifs qui sont garantis d'augmenter, sur lesquels on va créer de la liquidité à l'intérieur et sur lesquels ça va nous permettre de jouer ce rôle de propre banque familiale. On va utiliser ces liquidités pour pouvoir tirer avantage d'opportunités, d'avoir cette fondation solide, mais également ce gun chargé prêt à dégainer, de pouvoir tirer avantage, de pouvoir mettre des liquidités au travail à des moments opportuns. Et il n'y a pas meilleur moment opportun qu'une volatilité des marchés, que ce soit financier ou immobilier, à la baisse. Parce qu'à ce moment-là, il y a des affaires à faire, mais pour ce faire, il s'agit d'être prêt. Il faut que sa stratégie patrimoniale soit proactive, qu'on ait le bon ratio à tout moment pour pouvoir saisir, tirer avantage d'opportunités à des moments opportuns. Pour les actifs de croissance, grosso modo, il n'y a que deux manières de créer de la valeur patrimoniale exponentielle. Premièrement, c'est ce que j'appelle ownership. On détient notre propre entreprise, on détient des parts d'une entreprise sur le marché privé ou sur le marché public, telles que les actions. Et deuxièmement, c'est l'immobilier. That's it. Donc pour l'immobilier, on peut le détenir de plusieurs manières. Ça peut être notre résidence principale ou secondaire ou d'investissement, que ce soit en France ou aux États-Unis, ou même de manière directe ou indirecte, à travers des fonds immobiliers notamment. Et puis deuxièmement, c'est l'aspect ownership. Donc en plus de sa propre entreprise, on peut être diversifié. Il y a 4 solutions majeures à prendre en considération. Premièrement, c'est ce qu'on appelle un managed account. C'est d'être sur les marchés financiers, d'être diversifié, proche de sa tolérance au risque, capacité à prendre du risque, horizon d'investissement. Et un des avantages notamment, c'est qu'on est 100% liquide dans ce type de solution. C'est-à-dire que si on a besoin de nos liquidités, en 2 jours, c'est sur notre compte courant. Et en parallèle de cela, dans un compte de courtage, on va y positionner généralement 3 solutions. Premièrement, ce qu'on appelle des structured notes, des produits structurés qui nous permettent d'être sur les marchés financiers, mais cette fois-ci avec une durée déterminée dès le départ sur laquelle il s'agit d'être confortable. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et à ce titre, cette fois-ci, on va être lié par exemple sur le S&P 500, le Nasdaq, le Dow Jones, mais cette fois-ci avec un niveau de protection en cas de baisse, des coefficients multiplicateurs en cas de hausse, et tout ça pour 0% de frais. Il n'y a que $5 pour trader la position. Ça va nous permettre de réduire le risque d'investir, mais également de pouvoir tirer avantage de potentielles opportunités à la hausse avec des coefficients indicateurs à la hausse et tout ça en réduisant les frais en parallèle. Donc en parallèle de ces managed accounts qui ont cette liquidité, cette diversification internationale, différentes classes d'actifs, on va positionner ce type d'instrument pour la gestion du risque. Et enfin, tirer avantage de classes d'actifs telles que le private equity ou private equity, private credit et private equity qui vont nous permettre de pouvoir avoir différents rendements, différents risques et des rendements potentiellement attractifs au sein de la stratégie patrimoniale. Alors maintenant, rentrons dans le cadre de stratégie. Pour moi, il y a 4 stratégies à pouvoir mettre en place et à monitorer année après année. Premièrement, c'est de mettre en place une stratégie d'investissement qui soit réfléchie. Deuxièmement, c'est de prendre une vue holistique
de prendre en considération non pas que l'investissement lui-même, mais le cadre stratégique de toute votre stratégie. Troisièmement, c'est de créer un haut degré de vélocité patrimoniale, de faire en sorte que chaque dollar que vous mettez de côté puisse potentiellement jouer plusieurs rôles en même temps. Et dernièrement, c'est d'utiliser des instruments, des solutions. Je parlais notamment de Structure Note, mais on va aussi parler d'instruments qui vont nous permettre de prendre potentiellement moins de risques et potentiellement plus de rendement. Il en existe également pour le cadre des retraites. Olivier a parlé d'IRA, Roth IRA. On peut y mettre des solutions attractives. Je vais faire un petit point avec vous dans un instant de ces solutions qui pourraient l'être. Commençons par cette stratégie d'investissement qui soit réfléchie. En effet, il s'agit de pouvoir mettre de côté nos prises de décision émotionnelles. Les prises de décision émotionnelles ont un impact fort sur le marché. Comme on peut le voir sur le graphique à gauche, le marché augmente, nous sommes euphoriques, le marché il baisse, on peut faire face à la panique, et ainsi de suite. Il s'agit de prendre des décisions rationnelles. Comme on peut voir sur le graphique à droite, depuis 2016, le marché a généré près de 14% de rendement par an, alors que l'investisseur moyen n'a généré que 5,5%. La grande différence à long terme, c'est la gestion émotionnelle de son argent. Le fait de prendre des décisions qui soient avisées et avérées va nous rapprocher au mieux de ce que le marché va pouvoir nous donner. Le point numéro 2, c'est d'avoir cette diversification stratégique. Ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier, d'avoir une diversification, mais une diversification qui est stratégique, qui est active, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le monde. Il y a une augmentation des taux d'intérêt. On est en train de vivre une baisse des taux d'intérêt. On a des guerres, on a des résolutions, etc. Il se passe énormément de choses, les tarifs, etc. Et donc, nous sommes dans un monde qui va beaucoup plus vite, les choses bougent, et évidemment, votre stratégie doit être active également pour pouvoir tirer avantage d'opportunités, mais également réduire le risque de la stratégie globale. Donc, premièrement, diversifier, mais le faire de manière active sur le long terme. Troisièmement, c'est de créer un haut degré de vélocité patrimoniale, c'est-à-dire que chaque dollar qu'on met de côté puisse travailler plusieurs fois en même temps. Alors, comment le faire? Alors déjà, pour créer de la valeur patrimoniale, nous avons 3 solutions. On met de l'épargne de côté pendant une très longue période de temps, et puis après, on achète une real estate, on en a discuté. Mais quand on a commencé à se diversifier et qu'on commence à avoir un certain patrimoine, il s'agit maintenant de pouvoir créer de l'efficacité patrimoniale, de pouvoir créer ce degré de vélocité. Et en quelques mots, c'est de faire en sorte que potentiellement, vos dollars sont au travail, mais grâce au fait qu'on peut mettre en place des lignes de crédit ou des prêts contre les actifs existants, qui eux continuent à faire le rôle, on va pouvoir utiliser cet argent une deuxième fois pour pouvoir générer d'autres investissements également. Et donc, on va voir comment est-ce qu'on peut réaliser ce type de choses. Donc, c'est vrai que quand on se lève le matin, on crée de la valeur patrimoniale. On a soit un paycheck qui arrive toutes les 2 semaines, soit on est chef d'entreprise et on essaye de faire grandir la valeur de notre entreprise. Et donc, quand on crée de la valeur, on va petit à petit, par exemple, si on a un paycheck qui tombe toutes les 2 semaines, on va déposer cet argent, par exemple, à la banque, que j'appellerais le cash warehousing, et on a un virement automatique qui est fait toutes les 2 semaines. Et quand on a un peu de cash qui commence à s'accumuler, au-delà des 6 à 12 mois de dépenses, on se pose la question, mais qu'est-ce que je peux bien faire de mon argent pour pouvoir faire face à l'inflation, le faire grandir et potentiellement avoir une retraite à terme? On va essayer de trouver des solutions de cash, que j'appellerais cash flow creation, marché financier, immobilier, de pouvoir lancer sa propre entreprise, etc., qui vont nous permettre de générer un cercle vertueux et de pouvoir faire grandir notre valeur patrimoniale pour qu'un jour, nous ne sommes pas obligés de nous lever le matin pour pouvoir créer cette valeur patrimoniale, mais c'est le patrimoine qui prend le relais pour garantir notre style de vie. Et au-dessus, c'est ce que j'appellerais cash protection, où on a tout notre système de protection. On l'a vu dans cette première conférence aujourd'hui, protéger la famille, son patrimoine, contre 3 risques majeurs, notamment un pépin de santé, un procès et un décès. Et donc, il y a des manières de se protéger de manière optimale pour que votre patrimoine reste impact pour votre famille et la génération d'après, et ainsi de suite. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir optimiser cette partie-là, qui ne l'est généralement, quand on rencontre notre clientèle, qui n'est pas forcément optimisée à premier abord, puisque généralement, on essaie de trouver des solutions dès que l'on a ce cash. Mais ce cash peut déjà être optimisé. Et voici comment on peut le faire. Trouvons des solutions. Alors, quelles sont les solutions pour lesquelles on peut investir dans un actif et de pouvoir se leverager derrière? C'est l'immobilier, par exemple, avec des lignes de crédit. Dans notre business, on peut prendre des lignes de crédit contre de la valeur d'actifs, contre les actions. Par exemple, si on a un portefeuille ensemble, on peut accéder entre 50 et 80% de la valeur du portefeuille avec des lignes de crédit. On peut avoir de l'épargne, on peut avoir de la cash value life insurance, ou bien potentiellement de l'or, de l'art, ou même de la crypto, sur lesquels on peut se leverager. Nous avons identifié un actif qui va nous permettre de pouvoir jouer ce rôle
de propre banque familiale avec le plus de clarté et d'efficacité. Et c'est cette cash value life insurance américaine, c'est un contrat d'assurance vie américain qui a la caractéristique d'à la fois avoir de l'épargne à l'intérieur, mais également en plus une assurance décès qui sera donnée à nos bénéficiaires, peu importe quand on décède, parce que c'est un actif qui est permanent. Et lors du décès, un montant supplémentaire sera donné à nos bénéficiaires, que ce soit l'époux, l'épouse ou les enfants, ou n'importe qui que l'on nommerait en tant que bénéficiaire. Mais donc, premièrement, il y a en effet 12 caractéristiques qui en fait les attributs essentiels pour pouvoir jouer ce rôle de propre banque familiale. Le premier étant en effet qu'il y ait une assurance décès en plus de son épargne, mais pas forcément le seul avantage, parce qu'on va voir que ce type d'instrument-là va nous servir durant notre phase d'accumulation, en phase de retraite et évidemment phase successorale également. Donc nous avons une liquidité et un contrôle sur notre cash. C'est une croissance qui est garantie. Il n'y a aucune année négative, c'est garanti d'augmenter. Nous avons accès en plus à des dividendes annuels qui sont eux non garantis, mais on va aller avec des sociétés qui sont des compagnies mutuelles qui existent depuis 1860, qui ont toujours eu des dividendes, malgré 1929, les guerres mondiales, 2001-2008. On va pouvoir tirer avantage de dividendes, qui nous permet d'avoir une rentabilité autour des 5% net de frais d'impôt. C'est net de frais d'impôt en effet, parce que nous avons des avantages fiscaux. C'est la plus grande niche fiscale ici aux États-Unis. Dès qu'on dépose $1 dedans, il n'y a plus jamais de fiscalité, à la fois sur l'utilisation du cash et également le death benefit attaché, dans le cadre des exemptions de $15 millions par personne. Et à ce titre, on garde les avantages fiscaux. Peu importe où nous sommes dans le monde, on revient en France, on va garder nombreux de ces avantages fiscaux. Nous avons des limites élevées de contribution, c'est un contrat privé, on a la protection contre des vols créditeurs, on a des options en cas d'invalidité de son indépendance. Mais ce qui est très important dans ce cadre-là, notamment en phase d'accumulation, c'est le fait que c'est un actif qui est collatéralisable. On a des options avantageuses de prêt et des options avantageuses de remboursement de prêt. Alors, dans quel cadre ça pourra nous permettre d'avoir une valeur ajoutée? Eh bien, simplement parce que si on faisait rien d'autre, on a déjà un rendement qui est attractif, ininterrompu, exponentiel. Mais en plus de cela, on va pouvoir, quand on dépose $1 dedans, s'appuyer sur cette valeur-là. Et en parallèle de cette valeur-là, on va pouvoir accéder à 100% de cette épargne pour avoir accès à des liquidités pour faire d'autres investissements derrière, que ce soit dans l'immobilier, dans sa propre entreprise ou n'importe quelle autre solution d'investissement, peu importe où on est dans le monde. On peut investir dans un bien immobilier en France, on peut investir dans une société, on peut investir dans ce que l'on souhaite, on peut même payer l'éducation des enfants, mais tout ça pendant que notre argent continue à grandir de manière exponentielle, ininterrompue et garantie pour le reste de notre vie. Et bien cet argent pourra fonctionner une deuxième fois pendant qu'on a ce hamster dans sa roue qui fait augmenter la dalle de sa roue pour le reste de notre vie, durant notre sommeil, en phase active, en phase de retraite. Cet argent continue à grandir pour toujours pendant qu'on va pouvoir utiliser cette liquidité pendant toute notre vie et en plus laisser un montant supplémentaire à notre famille derrière qui, avec des avantages fiscaux, peu importe où on sera dans le monde. Donc, je vous incite à non pas essayer de prendre plus de risques pour générer plus de rendement, mais déjà être plus efficace dans la manière dont vous construisez votre patrimoine, parce que dans une stratégie comme ça, on ne prend pas forcément plus de risques, puisque l'actif sous-jacent est garanti d'augmenter. Et enfin, les solutions qui sont à notre disposition pour pouvoir réduire le risque sur les marchés, de pouvoir potentiellement prendre plus de potentiel de rendement. On a parlé notamment de structure notes, mais on va parler également de solutions qui sont dans les comptes de retraite. Donc, si vous avez un 401k à l'heure actuelle et que vous partez de votre employeur ou vous rentrez en France, vous avez plusieurs solutions à votre disposition. Vous en avez 4. Vous pouvez le garder où il en est. C'est-à-dire que vous avez maintenant un ancien 401k. Deuxièmement, vous pouvez sortir l'argent du 401k. Si vous avez moins de 59 ans et demi, il y aura une pénalité de 10%. Si vous sortez après 59 ans et demi, il n'y aurait pas de pénalité, mais quoi qu'il arrive, quand vous sortez l'argent d'un 401k ou un IRA, vous allez payer de l'impôt sur le revenu pour chaque dollar qui sort. Grâce à l'article 18 de la Convention bilatérale qu'on l'a vu avec Olivier, ça sera fiscalisable uniquement aux États-Unis. Et troisièmement, on peut faire un transfert d'un ancien 401k vers le nouveau 401k du nouvel employeur. Et enfin, on peut transférer cela, faire un rollover vers un IRA. Et l'avantage de faire cela, ce serait de pouvoir ouvrir toutes les solutions, toutes les possibilités d'investissement qui sont à votre disposition, de continuer à être entre 20 et 25 mutual funds à votre disposition ou potentiellement d'utiliser d'autres types d'instruments tels que ce qu'on appelle des annuities, qui sont des instruments faits pour la retraite. Et donc, c'est un bon match entre utiliser un IRA, donc 401k, vous transférez un IRA, aucun impact fiscal, et à l'intérieur, vous pouvez plugger
par exemple 2 types d'annuities. Il existe notamment les capital annuities et il existe également ce qu'on appelle les income annuities. On va faire un point sur les deux et on va conclure là-dessus pour aujourd'hui. Donc, un capital annuity, comme le nom l'indique, il a pour objectif d'être sur les marchés financiers, mais cette fois-ci avec une protection cas de baisse et des coefficients de multiplicateurs à la hausse, et tout ça pour 0% de frais. Alors, comment ça fonctionne? Vous êtes à 100% sur un index qui est, par exemple, le S&P 500, qui sont les 500 plus grosses capitalisations américaines. Donc, vous êtes 100% agressif, 100% sur les marchés, vous avez 100% la capacité de capitaliser votre capital. Vous allez être sur un nombre d'années qui est généralement de 6 ans renouvelable indéfiniment. Et à la fin de ces 6 ans, si le marché est en baisse, vous avez un niveau de protection qui peut être moins 10%, moins 20%, moins 30% ou même 100% sécurisé si vous êtes très conservateur. Si vous avez pris le choix de moins 10%, si à la fin des 6 ans, le marché a perdu moins 9, vous n'avez rien perdu. S'il a perdu moins 11, vous n'avez perdu que 1. S'il a perdu moins 23, vous n'avez perdu que 13. Les premiers 10% seraient protégés en cas de baisse. Ce qui est intéressant, c'est que sur 6 ans, le marché, par exemple américain, n'a jamais perdu plus de moins 20% en 6 ans. Ce n'est jamais arrivé l'histoire, malgré 1929, les guerres mondiales 2001, 2008. Est-ce que ça peut arriver à l'avenir? La réponse est oui, mais la probabilité est extrêmement faible. Ça n'est jamais arrivé. Donc, pas une garantie, mais déjà un beau niveau de protection en cas de baisse. Et à l'inverse, fini en hausse, on a un potentiel de rendement qui est illimité, et en plus avec un coefficient multiplicateur de 105% de l'augmentation du S&P 500. C'est-à-dire qu'on a un bonus supplémentaire de 5% de l'augmentation du marché. Si le marché finit à 10%, on est crédité 10,5. S'il finit à 100%, on est crédité 105. S'il finit à 200%, on est crédité 210%. Donc, on va avoir la possibilité d'être agressif et d'être confortable avec cela. Pourquoi? Parce qu'on a un niveau de protection en cas de baisse. On va avoir à l'inverse des coefficients multiplicateurs en cas de hausse et tout ça pour des frais de 0% si on reste dans le cadre de ces 6 ans. Plutôt intéressant que de simplement être bloqué dans 20 solutions au sein d'un 401K sur lesquelles les frais sont importants parce qu'on a des frais d'investissement dans un 401K. On n'a pas de protection cas de baisse et nous n'avons pas de coefficient multiplicateur en cas de hausse. Donc, ça peut être intéressant à utiliser ce type d'instrument. Et finalement, si l'objectif à terme est de pouvoir avoir des revenus garantis pour le reste de notre vie, on va le voir dans les stratégies de retraite dans un prochain webinaire d'ici quelques minutes, on peut utiliser ce qu'on appelle des fixed income annuities. Et notamment, ce qui est intéressant en ce moment, c'est que les taux d'intérêt sont encore agréables en ce moment. Si vous avez à l'heure actuelle un 401K qui est ancien, que vous repartiez en France ou que vous avez changé d'employeur, n'hésitez pas à nous appeler. C'est encore un moment optimal en ce moment pour le faire, parce que les taux d'intérêt sont élevés. Les garanties que vous allez voir à l'heure actuelle sont extrêmement favorables. Je vous donne l'exemple de quelqu'un qui a 55 ans, qui change d'employeur et qui a de l'argent dans son 401K. Il a eu l'opportunité d'accumuler, par exemple, 500 000 $, peu importe. Le minimum est, il me semble, de 25 000 $ que l'on pourrait mettre dans ce type de solution. Accumuler une belle somme, 500 000 $, et maintenant, on peut le transférer vers un IRA et de positionner un income annuity à l'intérieur. Et pour chaque année où on est confortable d'attendre, cette valeur-là va avoir ce qu'on appelle un minimum benefit value, qui est un montant sur lequel va être calculé un montant de revenu garanti à vie plus tard. Et pour chaque année qu'on va attendre, on va avoir une augmentation garantie de cette valeur-là. Déjà, automatiquement, dès le dépôt, immédiatement, il y a une augmentation de 30% de cette valeur-là, qui nous fait passer cette valeur à 650 000 $ automatiquement. Et chaque année où on est confortable d'attendre, on a une augmentation compounded de 9,5%. Donc 9,5% de 650 000. Puis l'année suivante, 650 000 fois 1,095 multiplié, et ainsi de suite pour chaque année que l'on attend. Donc c'est un compounded number. Et si par exemple on veut commencer à prendre des revenus par exemple à l'âge de 67 ans, la valorisation sur laquelle va être calculé le revenu garanti est de précisément 1 931 447 $ minimum garanti sur laquelle va se baser le calcul garanti que l'on va avoir pour le reste de notre vie. Donc quasiment du x4 en 12 ans, et cela sans prendre risque de marché. Vous avez outsourcé la gestion du risque à une compagnie d'assurance qui maintenant va vous garantir ce minimum, cette minimum benefit value sur lequel va être calculé à peu près 4,5%, on va dire à peu près 4,7% ici, et le montant garanti est de 91 164 $ de revenus garantis à vie jusqu'au décès. Même si la valeur du compte tombe à zéro, on continue à toucher 91 164 $ à vie. Si, lors du décès, la valeur réelle du compte est positive, cette valeur passe au bénéficiaire.
vous gardez le contrôle de cet argent, vous gardez aussi la manière dans laquelle est investi cet argent. Si vous souhaitez arrêter le contrat, vous avez toujours la valeur réelle du compte que vous pouvez partir avec. Mais en cas de choix d'avoir pris ces revenus garantis à vie, même si la valeur du compte tombe à zéro, vous continuez à toucher ces 91 000 $ et vous annihilez ainsi le risque de longévité. Voilà pour aujourd'hui. On arrive à la fin de notre webinaire. Je vais te laisser, moi, Alexandre, aller à l'autre webinaire. Donc, n'hésitez pas. Moi, je vais vous répondre à quelques questions. Je vais répondre, Alexandre. Comme ça, toi, tu peux aller à l'autre webinaire parce que toi, tu as un webinaire. Moi, je n'en ai pas un maintenant. Donc, n'hésitez pas à contacter Alexandre, Adrien pour toute cette partie-là que Alexandre vient d'évoquer. Et je te laisse, Alexandre, switcher. Moi, je vais répondre aux quelques questions fiscales. Je vais rester 5 minutes de plus pour répondre aux questions. Merci encore, Olivier. Merci à la Chambre de commerce et à très vite. Donc, en fait, je vais reprendre les questions une à une. Et pas mal de questions au niveau de la fiscalité. La première question de Renaud. Si nous payons cette exit tax, donc on parle de l'exit tax, la fameuse expatriation tax, est-ce que cela évite de repayer le capital gain que l'on paiera lors de la vraie revente des actifs immobiliers US, car sinon on paie 2 fois? Alors, dans ce cadre-là, Renaud, la réponse est oui, bien sûr, à hauteur de la plus-value que vous aurez déclarée. Imaginons, pour une raison ou une autre, que le bien immobilier prenne de la valeur. Entre le moment où vous avez fait l'exit tax et le moment où vous vendez, vous paierez uniquement l'augmentation de valeur. Donc, en fait, votre prix d'acquisition, on va considérer que le prix d'acquisition de ce bien immobilier, ce sera la valeur au moment de votre exit tax. Donc ça revient à dire que vous ne paierez pas l'impôt 2 fois, mais en revanche, vous paierez l'impôt en cas d'augmentation de cette valeur jusqu'au jour de revente. Donc, ça bien évidemment, je souhaitais juste bien vous le préciser. Autre question également, dans le cas de Renault, si nous louons des biens immobiliers en France ou aux États-Unis, l'IRS amortit ces biens dans tax return, mais quelle est la date de début d'amortissement cumulée pour calculer la valeur nette du capital gain? La date d'arrivée aux États-Unis ou le jour d'obtention de la carte verte? Non, la réponse à la question, c'est la date d'arrivée aux États-Unis, puisque comme je vous l'évoquais tout à l'heure, Renault, c'est même la date à partir du moment où vous louez ce bien, depuis que vous êtes résident fiscal américain. Donc, imaginons que vous louez un bien immobilier. Il est déjà loué quand vous êtes en France, vous arrivez aux États-Unis, vous êtes en visa. Comme je l'évoquais tout à l'heure, à partir du moment où vous dépassez la fameuse règle des 6 mois, vous êtes résident fiscal américain, peu importe que vous ayez une carte verte ou pas, c'est la même règle que quelqu'un qui est américain en carte verte. Donc, vous êtes redevable de déclarer vos revenus mondiaux aux États-Unis. Donc, on va appliquer les règles fiscales américaines. Donc, dans ce cadre-là, l'amortissement sera praticable à compter de cette date-là, donc votre date d'arrivée. Donc, c'est là où on va commencer à amortir votre bien immobilier. Si en revanche, c'est a posteriori, c'est-à-dire que vous arrivez en France, c'est par exemple votre résidence principale, vous arrivez en France, aux États-Unis, pardon, au bout de 2 ans, vous commencez à louer cette résidence en France et donc vous êtes toujours en visa vis-à-vis de l'administration américaine, là, on calculera l'amortissement à partir de la date de mise en location. Donc, il faut bien comprendre. Donc, pour répondre à votre question, ce sera à compter de la date de mise en location. Si vous êtes résident fiscal américain, si vous aviez déjà loué ce bien avant de devenir résident fiscal américain, ce sera à compter de votre date d'arrivée aux États-Unis. Donc, au moment où vous allez revendre ce bien immobilier, ce qu'on va réintégrer, ce sont les amortissements qui auraient été pratiqués depuis que vous êtes résident fiscal américain. J'entends bien par résident fiscal américain. À partir du moment où vous dépassez les fameux 6 mois, peu importe que vous ayez une carte verte ou pas, les règles s'appliquent de la même façon. Si j'habite aux États-Unis, que je sois carte verte, citoyen américain ou avec un visa, à l'exception du visa diplomatique, si je passe plus de 6 mois, c'est la même règle, la même fiscalité pour tous. On est taxé sur les revenus mondiaux. La question de Joël, je suis franco-américain, résident en France. Je croyais que les plus-values mobilières aux États-Unis sont taxées en France, mon pays de résidence. La réponse, attention, la réponse est non, puisque si vous êtes américain, déjà, la taxation a lieu aux États-Unis. La taxation exclusive, c'est le lieu d'endroit où vous détenez ces actifs, dans le cadre de la convention fiscale franco-américaine. Donc, dans ce cadre-là, si votre portefeuille de placement financier est aux États-Unis, la taxation se passera aux États-Unis d'abord. Et après, comme j'ai évoqué, dans le cadre de la convention fiscale entre la France et les États-Unis, vous allez déclarer ces plus-values immobilières en France, mais la France va vous neutraliser l'impact fiscal, c'est-à-dire qu'elle va vous donner comme crédit d'impôt l'impôt français et non pas l'impôt américain. Donc, on va neutraliser, mais vous allez devoir quand même déclarer ces plus-values de portefeuille de placement américain, soit déclaration française, mais la fiscalité sera neutralisée. Et l'impôt devra être payé en France parce que vous êtes citoyen américain, résident toujours fiscal américain dans ce cadre-là. Donc, bien comprendre cette partie-là. La question de Jean-Pierre. Nous avons 2 filles, une franco-américaine vivant à New York, l'autre franco-américaine et canadienne, donc 3 passeports, qui vit au Canada. Mes 3 filles sont bénéficiaires d'une assurance vie
française d'un grand-oncle qui a contribué et qui a versé des primes après son 70e anniversaire. Quelle fiscalité va s'appliquer? Est-ce que les conventions fiscales aident? Si oui, est-ce que le Canada va aider? Alors en fait, là, ça sera très simple dans ce cadre-là, Jean-Pierre, c'est que dans la mesure où le grand-oncle a contribué à verser des primes après ses 70 ans, ça rentre dans le patrimoine de succession français. Et dans le cadre de la fiscalité française, la taxation a lieu dans le pays de résidence de la personne qui décède. Donc, ce sera une succession française et non pas une succession canadienne, non pas une succession américaine. Donc, malheureusement, on ne va pas pouvoir dire « non, je ne vais pas être taxé en France ». On ne pourra pas éviter à la fiscalité française parce qu'en plus, ce sera une fiscalité successorale, donc taxable dans le lieu de résidence de la personne qui décède, quand bien même c'est le bénéficiaire qui paie l'impôt sur les successions en France, la fiscalité de pays de résidence de la personne qui décède. Donc, dans le cas du grand-oncle, ces assurances-vie seront taxables en France pour chacun des bénéficiaires, même si les bénéficiaires sont résidents fiscaux américains ou canadiens, et d'autant plus que les primes ont été versées après 70 ans. Donc là, on rentre, c'est une succession. Jeffrey, Cash Value Life Insurance, est déclaré comment au fisc étant résident fiscal français. Alors, vous avez un formulaire qui est le formulaire 3916 bis qu'il va falloir déposer, Jeffrey, en France. Vous allez déclarer les contrats d'assurance vie qui ont été ouverts à l'étranger. On va vous demander un certain nombre d'informations et c'est une déclaration annuelle qu'il faut effectuer chaque année auprès du fisc français. Donc, il faudra déposer ce fameux formulaire 3916 de façon annuelle auprès du fisc français. Et donc, y compris ces cash value, life insurance américaine. Donc, si l'on détient des ETF capitalisant en direct via Vanguard ou Fidelity, question de Julien, nous sommes taxés par les États-Unis même si nous ne les revendons pas. Les intérêts composés sont donc moins importants, c'est cela. Alors attention dans les ETF, tout dépend comment la fiscalité des ETF. Ça va dépendre comment les ETF vont être déclarés. En théorie, comme vous savez, les ETF ne sont fiscalisés qu'à la sortie et non pas au moment où vous réalisez les revenus financiers à l'intérieur de ces ETF. Donc en théorie, si ce sont des ETF traditionnels, la fiscalité, et d'où l'avantage des ETF justement, c'est qu'on va pouvoir augmenter la valeur des ETF parce qu'on capitalise en fait ce qui est généré à l'intérieur des ETF. Mais en revanche, ces ETF sont des ETF donc américains. Donc, vous aurez une taxation qui sera une taxation à la sortie le jour où vous allez sortir ces ETF. C'est pour ça que beaucoup de gens, en fait, investissent dans les ETF. Donc, si ce sont des ETF traditionnels, ce sera le cas. Après, il faut voir la typologie des ETF dans ce cadre-là. Mais si vous voulez, Julien, envoyez-moi la typologie par message privé, par email, la typologie des ETF et je vous donnerai la fiscalité qui s'applique dans ce cadre-là. Donc voilà, donc je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Je vous laisse aller dans l'autre séminaire qui est tout aussi intéressant sur la volatilité des marchés financiers avec Alexandre Quentin et Sébastien Gault. Donc je vous invite à switcher et basculer sur l'autre webinaire qui va avoir lieu. Et suite à ce webinaire-là, nous aurons après l'intervention d'Alexandre, un autre webinaire sur les retraites franco-américaines et je vous invite aussi à assister à ce webinaire parce que ce sera très très intéressant également et on poursuivra la discussion dans ce cadre-là. Merci à tous et je vous dis à très bientôt et à tout à l'heure et je vous invite à rejoindre le prochain webinaire dont Annabelle vous met actuellement le lien pour le prochain live. Donc n'hésitez pas à y aller dès maintenant. Merci à tous et encore merci à toute l'équipe de la Chambre et à Annabelle et aussi à l'équipe du SA France. À tout à l'heure.